Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. La fermeture des écoles devient de plus en plus inquiétante au centre du Mali. Pourtant, les examens de fin d'année sont prévus dans quelques jours. Et il faut rappeler également que la grève des enseignants, une solution a été trouvée à cette grève pour sauver l'année. Alors la question qui se pose, l'année est-elle réellement sauvée? Et quel avenir pour les élèves, notamment ceux du centre du Mali? Le Grand Dialogue de Studio Tamani, en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC, pose le débat. Et nous avons comme invité Gaussou Traoré, président du groupement des comités de gestion scolaire du Cap de Mopti, Daouda Doumbia, directeur adjoint par intérim de l'Académie d'enseignement de Mopti, Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, et Brema Elidiko, professeur à l'Université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, auditeur et téléspectateur, et les internautes qui nous suivent sur Facebook. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Gaussou Traoré, vous êtes le président du groupement des comités de gestion scolaire au Cap de Mopti. Aujourd'hui, par rapport à la fermeture des écoles à Mopti, quelle est la situation? Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, grâce aux efforts conjugués du directeur de Cap et de l'Académie, avec le maire de la commune urbaine de Mopti, nous avons pu quand même on a pu avoir une solution dans cette crise. La situation est posée à notre niveau actuellement quand même. Les écoles sont ouvertes et les élèves partent quand même à l'école pour le moment. Grâce aux efforts de l'Académie et au CAP, et l'effort du maire aussi, vraiment grâce à ça, avec l'implication des parents d'élèves, vraiment tout va bien actuellement à Mopti quand même. Êtes-vous en train de dire que toutes les écoles aujourd'hui qui étaient fermées à Mopti sont ouvertes? Non, je parle tout exactement de la commune urbaine de Mopti. Dans la commune urbaine de Mopti, toutes les écoles sont ouvertes. Mais globalement, concernant la région de Mopti? Non, par rapport à la région de Mopti, il y a plus de 126 écoles quand même qui sont toujours fermées. Jusqu'à présent, les écoles sont formées dans la région. Mais dans la commune urbaine de Mopti, toutes les 55 écoles, toutes sont ouvertes. D'accord. Koumba Yarissi, que pensez-vous de cette fermeture de plus d'une centaine d'écoles à Mopti? Ce n'est pas une première. Depuis l'occupation, la situation se dégrade sans cesse. Je crois que cette situation est due à la veulerie de certaines de nos autorités qui n'ont pas pu faire face. Parce que quand on regarde la situation, en réalité, on a l'impression que rien ne s'arrange, qu'on n'a pas de prise sur aucune situation. On n'a aucune solution. Et ça, le Malien lambda s'interroge. Nous nous interrogeons. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comme le ciel nous est tombé dessus, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que l'État déserte un jour, 2 jours, repli tactique, comme on a l'habitude de le dire dans ce pays, mais qu'on n'arrive jamais à reprendre les choses en main. C'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que l'école ne sert pas simplement à former des diplômés. L'école, c'est la vénérable institution où les âmes sont façonnées par les éducateurs. D'accord. Qu'est-ce qui nous arrive puisqu'il y a des écoles qui sont fermées depuis plusieurs mois et la situation s'empire selon certains? Alors la question que pose Koumba Yarissi, qu'est-ce qui arrive au Mali? Alors, disons, ce qui arrive au Mali, c'est un peu ce qu'on a cherché. C'est-à-dire que depuis 1991, l'école, c'est un peu le parent pauvre de nos réformes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. On a créé beaucoup d'écoles. Il y a eu la massification, mais d'année en année, il y a une régression en termes de niveau. C'est que la qualité a baissé. Si bien que même ceux qui ont été formés avant la crise ont du mal à s'en sortir. Donc, ce qui nous arrive, c'est ce désintéressement de ce pilier, comme elle a dit, formateur. Parce que dans un pays, lorsque l'éducation est bradée, c'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Maintenant, avec l'arrivée de l'insécurité, nous parlons de Mopti aujourd'hui, mais il y a encore des écoles fermées dans les régions du Nord, comme il y a des écoles fermées dans le nord-est de Ségou, comme dans la commune de Banamba, etc. Et ensuite, à cela s'ajoute, même là où les écoles sont ouvertes, le monsieur le disait tout à l'heure, les 55 écoles de Mopti, il y a quand même beaucoup de déplacés qui étaient à l'école. Enfin, parmi les déplacés, il y avait des enfants scolarisés, qu'ils soient à Dogon, qu'ils soient à Peul, qui sont maintenant dans les grandes villes, aux alentours de Bamako, à Sénou, à Niamana, à Faladje, etc., qui ne sont plus scolarisés. D'autres, avec certains efforts, il y a certains enfants qui ont été scolarisés, par exemple, à Djalakorobogou. Donc, ça veut dire que même là où les écoles sont ouvertes, il y a des enfants qui ne sont plus scolarisés. Il y en a aussi qui ont peur d'y aller, par crainte de représailles, parce que n'importe quand, les gens peuvent être attaqués. À cela s'ajoute aussi, même si les écoles sont ouvertes, il y a certains enseignants qui ne sont plus à leur poste. Et ça, on parle des écoles où même elles sont supposées être ouvertes, où elles sont dites être ouvertes, mais quand vous regardez le rapport de l'UNICEF de l'année dernière, il y a au Mali pratiquement, à l'époque, on parlait de 2 millions d'enfants qui ne partaient pas à l'école. C'est un danger. Parce que d'abord, il y a beaucoup de diplômés de nos universités qui se chôment. À cela s'ajoute tous ceux qui ne peuvent plus aller à l'école du fait de l'insécurité, qui ont peur pour leur vie. Donc, c'est une sorte de bombe à retardement. Alors, ce qui nous arrive, c'est finalement ce désintérêt de mon point de vue pour la chose publique. On dira que des efforts ont été consentis, oui. Mais quels efforts, pour quels résultats? D'accord. Alors, pourquoi ces écoles restent-elles fermées au centre du Mali, Gaussou Traoré? Bon, les écoles, à cause de l'insécurité, parce qu'en dehors de la commune urbaine de Mopti, il n'y a plus de sécurité. Une fois qu'on traverse derrière le fleuve, tel que Boudala et Taï consort, il n'y a plus de sécurité. Donc là-bas, il n'y a plus de sécurité en dehors de la commune urbaine de Mopti. Donc de là, c'est dans la commune urbaine seulement de Mopti, et vraiment on se sent un peu on a la sécurité et les écoles sont ouvertes. Les enseignants vont dans les affaires, tout le monde est à l'école. L'administration scolaire fonctionne à merveille. Mais en dehors de ça, là, c'est l'insécurité totale. À 3 km de Mopti, déjà, est-ce qu'on peut dire que l'administration fonctionne à merveille du moment où, quand même, il y a des localités, des communes, des cercles de la région qui ne bénéficient pas d'école? Je parle très bien de la commune urbaine de Mopti. J'ai dit que l'administration scolaire marche à merveille, mais à 3 km de Mopti, en dehors de la commune urbaine de Mopti, à 3 km déjà, il y a de l'insécurité totale. Toutes les écoles sont fermées. À 3 km de Mopti, derrière le fleuve. Donc il n'y a aucune force de sécurité malienne qui est présente derrière le fleuve? Pourtant, la sécurité, il a les femmes qui sont là-bas, il a les musulmans qui sont là-bas, mais pas de sécurité. Ils n'ont pu rien faire. Malgré nos efforts que nous-mêmes, nous avons tout déployé auprès du gouverneur, même qui est le gouverneur partant, on est parti le voir, lui dire, donner les informations que les enfants qui se trouvent à l'école derrière le fleuve sont en train de suivre des formations militaires avec les djihadistes là-bas, de tout faire quand même pour empêcher ces enfants-là quand même de déserter de l'école. Malgré les parents d'élèves, malgré nos efforts, on est resté vaincu. On n'a pas pu quand même avoir une solution. Comment comprenez-vous ces enfants-là sont restés comme ça, et jusqu'à ce que les écoles sont restées fermées. D'accord. Comment comprenez-vous cela, Koumba Yarissi, que des enfants qui sont censés être à l'école suivent plutôt des formations avec des djihadistes, selon ce que vient de dire Daouda? C'est pas nouveau. Gaussou plutôt. C'est pas nouveau parce qu'en 2012, quand le Nord a été occupé, nous avons perdu tous les lycéens. D'une certaine branche, je ne veux pas parler de certaines choses à la télé ou à la radio, mais ils ont rejoint les djihadistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mopti n'a jamais été concerné par cette histoire du Nord depuis 1963. Et aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Puisque le pays n'est plus gouverné, on va dire ça comme ça, à plusieurs endroits. Quand vous prenez les services sociaux de base, rien ne se passe. Les préfets, c'est pas moi qui le dis, hein, les préfets, les sous-préfets se cherchent et plus rien ne va, comme dans les films westerns. Ces jeunes, les gens sont confrontés, à vrai dire, à l'injustice, à l'impunité.
dans notre pays. On n'a plus l'impression que nous sommes... Quel type d'injustice quand vous allez devant les tribunaux, tout le monde en a fait peut-être, la plupart des Maliens, lambda en tout cas, en ont fait la meilleure expérience. C'est comme l'a dit La Fontaine, selon que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes blanc ou noir. Donc ça vous empêche d'aller à l'école. Puisque vous n'avez jamais raison. Déjà, ensuite, qu'est-ce qu'ils cherchent? Leur pitance, ces gens-là, avec leur trafic. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ils ont des moyens colossaux qu'on aurait pu... La traçabilité de ces finances-là ne devrait pas poser problème dans un pays comme le Mali. Mais puisque eux, pour 200 000, ils peuvent tuer, on leur fait croire en plus qu'ils vont au paradis avec. Après avoir tué, tu laisses de l'argent à tes parents, c'est bonjour les dégâts. Hein. D'accord. Écoutons également l'avis de Daouda Doumbia, directeur adjoint par intérim de l'Académie d'enseignement de Mopti sur la question. Monsieur Doumbia, aujourd'hui, pourquoi ces écoles dans la région de Mopti, au centre du Mali, restent toujours fermées? Merci bien pour la question. Comme on vient de dire, madame, la situation a commencé au nord. Et ces dernières années, nous avons constaté un déplacement de foyers de tension vers le centre du pays, en particulier la région de Mopti. Et le problème a commencé à surgir dans le terme de Timikou. Donc, ce qui s'est passé, tout le monde est au courant. Et après ces événements, au retour des hommes armés qui ont été arrêtés par l'armée, amenés à Bamako, qui ont pu avoir leur liberté, à leur retour, ce sont les personnes qui les avaient démontées aux forces armées maliennes, sauf ceux qui ont pu s'échapper. Tous ceux qui les ont dénoncés ont été tués. Il n'y a pas eu de suite. Et du coup, ça a été vraiment un cauchemar pour les populations locales. Et personne n'a osé remonter l'information par rapport à la présence de tel ou tel homme armé. Donc le phénomène a perduré. Et dans un premier temps, l'école n'était pas visée. Mais comme ils ont une sorte de force, une sorte de liberté. Donc maintenant, pour asphyxier un pays, il faut s'en prendre à son éducation. Et ce qui les ont amenés à menacer les populations locales, à ne pas envoyer les enfants à l'école, et en menaçant les enseignants, ils fermaient les écoles. Et la plupart des enseignants qui servaient dans ces localités, qui servent encore dans ces localités, viennent d'ailleurs, ne sont pas de la localité. Quand on est sous la menace, donc on cherche à se mettre à l'abri. Donc, ce qui est sous la mesure, en fonction de l'évolution de la crise, à travers toute la région. Quand l'école ferme, l'enseignant est menacé, les communautés sont menacées, l'enseignant quitte son poste et les enfants sont laissés pour compte. D'accord. Et que font l'armée malienne et les autres forces étrangères qui sont présentes là-bas, qui doivent sécuriser notamment ces écoles-là? Maintenant, sur le volet sécurité, ça c'est vraiment complexe. Je ne peux pas trop m'étaler sur ce sujet. Maintenant, la façon dont l'école a été victime de la violence de ces hommes armés, je suis en train de retracer un peu l'historique. Comment le centre de Créé est tombé dans la violence. Et particulièrement, comment l'école a été affectée. Donc, c'est comme ça que l'école a trouvé son compte dans un conflit qui ne dit pas son nom.
D'accord. Et aujourd'hui, quel avenir est réservé à ces élèves qui n'arrivent pas à aller à l'école également et qui ne sont pas dans de bonnes conditions pour passer les examens de fin d'année? Nous sommes aujourd'hui dans la région de Mopti, à 603 écoles fermées, à cause de conflits entre les groupes armés et les forces de l'ordre, entre les communautés elles-mêmes. Donc maintenant, là où les écoles sont fermées, on ne peut pas parler d'éducation. Mais par endroit, il y a des villages qui tiennent bon encore, qui se battent. D'accord. Excusez-moi, M. Doumbia, vous avez parlé de 603 écoles fermées. Avez-vous des chiffres par rapport au nombre d'élèves qui n'arrivent pas à aller à l'école aussi? Le nombre d'élèves qui n'arrivent pas à aller à l'école est plus de 140 000 élèves qui ne fréquentent plus l'école à cause de la fermeté des écoles. Dans la région de Mopti. Donc, mais nous sommes... Après, je vais évoquer cet aspect au moment donné. Donc, voici la situation et plus de 400 enseignants ont déjà quitté leur poste à cause de ces violences qui affectent nos écoles. D'accord. Brema Elidiko, 603 écoles fermées, plus de 140 000 élèves qui n'ont pas accès à l'éducation et 400 enseignants qui ne sont pas à leur poste, selon Daouda Doumbia, directeur adjoint par intérim de l'Académie d'enseignement de Mopti. Que pensez-vous de cette situation? Pour moi, c'est un drame majeur, pour la simple raison que les enfants qui ne partent plus à l'école, parmi ces enfants, il y a des jeunes filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est d'autant plus inquiétant qu'on sait que pratiquement 80% des femmes maliennes se marient avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire que l'école permettait de lutter d'une certaine manière contre le mariage précoce. Elles ne partent plus à l'école. Ces filles-là, pour la plupart, vont être mariées parce qu'elles sont pour la plupart fiancées dès leur naissance, pour des raisons culturelles. Donc ça veut dire qu'en les mariant tôt, c'est des enfants qui vont porter d'autres enfants sans être forcément mûrs. C'est aussi leur avenir qui est hypothéqué. Donc ça va être un défi pour le Mali. C'est aussi un drame parce que dans cette localité du Mali, avant même la crise, le rapport à certaines communautés par rapport à l'école était un rapport assez tumultueux. Les gens avaient une préférence pour l'école coranique. Et dans ce contexte où il y a des groupes terroristes qui véhiculent une autre idéologie, donc il y aura une concurrence d'idéologie. Quelqu'un même qui a Bac plus 4, Bac plus 5, on arrive à le faire adhérer au groupe parce qu'on s'appuie sur leur frustration. Imaginez quelqu'un qui a une instruction faible et à qui on va dire, bon, ben, votre État est incapable de prendre soin de vous. Et de toute façon, dans votre pays, même ceux qui ont de gros diplômes, chôment, à plus forte raison, vous qui n'avez pas été à l'école, vous pour qui on ne fait pas grand-chose. C'est aussi un drame parce que, il le disait tout à l'heure, à 3 km de la commune de Mopti, des écoles sont fermées, pourtant il y a des patrouilles des FAMA, il y a des patrouilles de l'aménagement. On peut, avec les partenaires, l'UNICEF et autres, penser à un système où les enfants qui sont scolarisés dans ces endroits proches puissent venir être scolarisés, par exemple à Mopti, dans des écoles. On peut, là, l'État, avec des accompagnements, on peut trouver des placements. Quand même, il y a des rapports entre les Maliens pour supporter les familles avec des vivres pour pouvoir les garder. Ça, ce sont des mesures qu'on peut prendre, qu'on avait essayé au niveau de la zone de Nyono et autres, qui ont marché, qu'on avait essayé à Masna, ça avait marché. Donc, pourquoi pas Mopti? Parce que 140 000 aujourd'hui, demain, ce serait 160 000 parce que l'insécurité est en train de se complexifier. Même les personnes qui étaient contre l'insécurité, aujourd'hui, commencent à adhérer à ces groupes. Non pas parce qu'ils sont idéologiquement marqués, parce que simplement, l'État a du recul. Quand on voit le communiqué du syndicat des sous-préfets et préfets qui a invité les sous-préfets et préfets en fait, à se replier, à s'évarer. Et puis donc les efforts du ministre de l'Intérieur pour dire non, ben, restez à votre poste, etc. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. Partout, il y a un vide. C'est d'autres personnes qui vont prendre place et vont imposer une nouvelle idéologie. Dans un contexte où la corruption, comme Yarissi l'a dit, est un fléau au Mali. Et donc, on est en train de dire, nous, on a fait certaines enquêtes dans la zone de Diabali, Douazan et autres, Massina, où les gens nous disaient, mais
Pourquoi envoyer les enfants à l'école? Parce que, un, vous les envoyez à l'école, ils vont tous être des voleurs. De deux, vous les envoyez à l'école, ils n'apprennent pas à prier. Et après, quand ils meurent, c'est l'enfer. Parce que de toute façon, ils ont commis tellement de péchés. Et donc, les gens préfèrent les envoyer à l'école. Ça veut dire qu'il y a vraiment un défi aujourd'hui de faire en sorte que, un, là où il n'y a pas d'école, et de faire en sorte, c'est pas beaucoup, 140 000 pour un État qui a ses partenaires qui les accompagnent aujourd'hui avec tout l'argent qu'on mobilise pour le Mali, au nom du Mali. On peut faire en sorte que tout ne soit pas que militaire, parce que le tout sécuritaire a ses limites, comme on le voit. Voilà, malgré la présence de 15 000 casques blés et de Barkhane, tout ça, l'insécurité, aujourd'hui, c'est la chose la mieux répandue au Mali. Alors, M. Gaussou Traoré, quel est l'avis des parents d'élèves à Mopti par rapport à cette situation? L'avis, c'est un souci majeur, c'est un souci pour les parents d'élèves de la commune urbaine de Mopti, surtout les femmes, qui disent que vraiment, compte tenu de cette situation, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils ont tout fait, se sont mobilisés en force pour rejoindre le maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kantaï, pour le voir. Lui aussi, il a conjugué ses efforts, contacté tous les syndicats de Mopti, les syndicats des enseignants, l'académie de Mopti, le DECAP de Mopti, les a tous regroupés pour avoir une solution à cette crise. Et finalement, Dieu merci, nous allons dire que vraiment Mopti a pu avoir une solution dans la commune urbaine de Mopti. Et l'académie même, a essayé, même les enfants qui sont non loin de la commune urbaine de Mopti, pour les faire approcher dans les écoles, pour qu'ils puissent quand même bénéficier de quelque chose. Ces gens-là aussi nous ont fait savoir que les CGA qui se trouvent dans les communes, et ils se déplacent en cagette pour venir nous donner des informations. Et si les enfants qui quittent là-bas, les parents sont attaqués. Parce que tous les enfants sont ciblés, ils sont remarqués. Une fois qu'ils ne voient pas un enfant dans la cour, dans les mouvements, ils demandent où est parti tel enfant. Si les parents ne parviennent pas quand même à donner une justification fiable, le père est agressé immédiatement devant le public, ou bien il est fouillé devant le public, ou bien dans la mosquée. Donc là, tout le monde a pris peur. Même les comités de gestion qui quittent pour assister à nos réunions, ils viennent toujours avec des prétextes. Parce qu'une fois qu'ils quittent le village pour venir dans la commune urbaine de Mopti, à ton retour, on est en train d'enquêter sur toi pour savoir pourquoi tu es venu dans la ville. Il faut quand même qu'ils mentent pour dire que nous sommes partis à Mopti pour nous traiter ou bien pour d'autres besoins, mais qu'il n'y a pas de l'éducation. On ne peut pas prononcer de l'éducation là-bas. Donc, partant de là, ils se débrouillent pour venir. L'académie a tout fait, mais malgré tout, les efforts sont restés vaincus. Bon, maintenant, ils ont été obligés de laisser la situation. Bon, pour la commune, quand même, ça va, avec l'implication du CAP, avec l'académie, avec le CAP, avec le maire Issa Kantaï, vraiment, il a tout fait. Avec les syndicats, bon, vraiment, quand même, ça va. Et même à la présence du ministre, du directeur de l'enseignement national, le moment qu'il est venu, il a pu quand même parvenir à regrouper tous les comités de gestion scolaire de Mopti, avec les directeurs d'école, avec le DECAP, avec l'académie, avec les syndicats. Vraiment, il est parvenu quand même à sensibiliser la force majeure des syndicats. Et aujourd'hui, quand même, vraiment, on peut dire quand même, nous sommes les écoles quand même fonctionnent normalement. D'accord. Monsieur Doumbia, bientôt les examens de fin d'année. Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour que ces élèves qui n'ont pas accès à l'école puissent passer leurs examens? Donc, avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur ce que Mme disait. Maintenant, l'aspect culturel qui a favorisé l'implantation des groupes armés par-ci par-là dans la région, c'est une réalité. Mais avant 2012, vraiment, le taux de scolarisation était meilleur. C'est vraiment meilleur. Et à cause de leur attachement culturel, ça n'a pas entraîné la fermeture des écoles. Là où nous sommes, la principale cause de fermeture des écoles, c'est l'insécurité liée à la présence des groupes armés. Donc maintenant, du coup, c'est une tête. Puisque, comme elle a dit, les jeunes filles qui ont été abandonnées à un certain moment, elles seront mariées selon la tradition. Donc, les récupérations vont poser problème. Et dans notre engagement, à la rentrée scolaire avec la responsabilité sur le leadership du gouverneur sortant, le général de brigade Sidalassane Touré, a appelé tous les acteurs de l'éducation de la région de Mopti de prendre des dispositions
pour la réouverture des écoles. Et grâce au dialogue communautaire, l'Académie d'enseignement de Mopti a pu ouvrir sur les 234 écoles fermées de l'Académie de Mopti, 61 écoles cette année scolaire. Donc nous avons pu récupérer à travers le dialogue communautaire, là où les hommes armés ne sont pas très influents. Donc on a sensibilisé les communautés jusqu'à ce qu'on parvient à ouvrir les écoles dans les différentes localités. Là où on a jugé nécessaire que c'est très difficile, donc on va attendre, mais le combat continue. Parce que c'est vrai, l'éducation coûte cher, mais l'ignorance coûte 3 fois plus cher que l'éducation. Quand la nouvelle génération n'est pas bien encadrée, et à un moment donné, nous serons tous interpellés. D'accord. Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour les examens de fin d'année? Maintenant, par rapport aux examens, donc les dispositions sont prises donc, pour délocaliser les centres d'examen, particulièrement les BF, les centres de BF dans les localités où l'accès est difficile, puisque nous sommes en hivernage. Et dans certaines localités, il y a l'insécurité. La délocalisation est due à l'insécurité. Donc ces centres sont délocalisés dans les zones où l'accès est facile et la sécurité est vraiment assurée. Donc, et nous sommes également en collaboration avec des partenaires techniques et financiers et l'État les a demandé de nous accompagner. Donc nous sommes dans cette disposition pour que les enfants qui sont dans les classes d'examen puissent composer dans de bonnes conditions. Mais avec ce que M. Gaussou Traoré vient de dire, est-ce que ça n'expose pas également les parents, puisqu'il y a des enquêtes qui auraient été menées pour savoir qui se déplace pour aller à Mopti, il va partir faire quoi? Et s'ils se rendent compte que ces élèves vont partir faire des examens ailleurs, est-ce que ça n'expose pas ces élèves et leurs parents? Maintenant, il a parlé d'un contexte général. Depuis 2016, on est dans ce processus de délocalisation. Là où ça ne va pas, si on sent que les candidats sont dans des difficultés, on délocalise le centre vers un lieu sûr. Et ça n'a jamais posé problème. Maintenant, dans la vie courante, les zones, par exemple, peut-être comme les communes de Dialoubé, Kakalbé, qui sont toujours derrière le fleuve, à quelques kilomètres de Mopti. Donc, ils parlent de ces localités. Et présentement, dans ces zones-là, il n'y a aucune école fonctionnelle. S'il n'y a pas d'école fonctionnelle, on ne peut pas parler de candidats. Donc, les candidats sont de d'autres localités. Par exemple, ici, au niveau de l'Académie d'enseignement de Mopti, nous avons délocalisé 4 centres, pas à cause de l'insécurité, mais à cause de l'accès difficile pendant l'hivernage. Donc, ces centres-là seront délocalisés dans les grandes villes ou dans les gros villages pour que les enfants puissent composer dans de bonnes conditions. Puisque pendant l'hivernage, l'accès, par exemple, la mobilité même du président du centre et la surveillance peut poser problème. Donc, pour éviter tout ça, donc, il faut délocaliser. Donc, on a pris des dispositions pour délocaliser ces centres vers des localités d'accès facile. D'accord. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler... je vous donne la parole tout de suite, monsieur Doumbia. Dans ce contexte, peut-on parler d'une année scolaire sauvée? Sauvée. Je veux juste revenir, avant de répondre à votre question, je veux revenir sur cette histoire de délocalisation. La première véritable délocalisation a eu lieu pour les sessions de 2012. Quand le Nord a été occupé, le ministre Adama Wan a mis un point d'honneur à faire passer les examens à tous ces enfants du Nord qui n'ont pas pu composer. Et à l'époque, on les a fait tous venir à Sévaré. Peut-être que certains sont dans vos amphis aujourd'hui. Pour éviter justement l'injustice, pour que demain, ils pensent, ils ferment qu'ils appartiennent tous à la patrie. Mais
Qu'est-ce que vous me demandiez déjà? Est-ce que dans ce contexte, on peut parler d'une année scolaire sauvée? Sauver, qu'est-ce qu'on peut sauver? C'est 5 mois sans cours. Ça ne peut jamais être sauvé. Ça ne peut jamais être sauvé. Il y a un ministre malien qui l'a dit, un ministre de l'Éducation, qui a dit que les années, elles sont colmatées, c'est des brèches, on fait ce qu'on peut, mais il faudrait que nous fassions très attention. Vous avez vu aujourd'hui la tourmente au niveau du climat, rien que le climat. Je dis rien que. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre quand même qui va nous amener ça. Encore que quand on nous dit que des vieux frigidaires peuvent trouer, comment dire, la couche d'ozone. La couche d'ozone. Mais alors toutes ces bombes qui nous tombent dessus, toutes ces armes qui crépitent partout, de par le monde, ça n'a pas d'effet. Aujourd'hui, en Europe, ils sont à plus de 40 degrés. Ils ne parlent que de ça. Donc, sauver des années de ce genre-là, ce n'est pas sauvable. Il faudrait qu'on accepte de s'arrêter et de dire, et de nous regarder dans la glace quelles sont nos responsabilités. On doit faire de l'introspection. Parce que nous, notre génération, le mouvement démocratique, qu'on y appartienne ou pas, en tout cas, c'est lui qui est là. C'est le mouvement démocratique qui est là depuis 92. Qu'est-ce qu'on a fait de l'école? Monsieur Diko l'a dit. Est-ce que nous allons continuer à nous mentir et à mentir aux autres? On revient tout de suite aux responsabilités. L'année scolaire n'est pas sauvable, pense Koumbayarissi. Est-ce votre avis aussi, Brahima Iliko? Bien, après, vous savez, ça dépend de qu'est-ce qu'on met dans sauver une année. Est-ce que faire le DF, faire le BT, le CAP, le BAC, est-ce que c'est ça sauver l'année? Si oui, effectivement, c'est une bonne chose. L'année a été sauvée. Parce qu'on va faire les examens. Mais pour autant, l'année ne peut pas se résumer à un examen, parce que l'examen, c'est juste un moment d'évaluation d'un niveau de compétences acquises. Et quelles compétences les enfants ont acquis cette année? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lycées privés. Dans ces lycées privés-là, il y a des enfants des ministres, des grands directeurs et beaucoup d'étrangers qui ont payé de gros montants par an, 500 000, 600 000, sans compter le transport. Donc, eux, ils ne pouvaient pas ne pas avoir une année juridiquement qu'on sauve. Parce que si on n'avait pas pris des dispositions pour dire qu'on allait faire les différents examens, donc les différentes sessions, ces écoles-là, c'est d'abord un manque à gagner important. Donc, c'est une influence à la fois sur les enfants de ceux qui décident, mais aussi sur tous ceux qui ont les moyens. Donc, juridiquement, oui, l'année est sauvée, mais dans les faits, on crée un autre problème. C'est-à-dire que c'est une des choses de faire l'examen. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout mal, parce que bon, il y a des enfants qui n'ont jamais redoublé. Si on n'avait pas fait les examens, ils vont redoubler pour une première fois. Il y en a qui veulent candidater pour avoir la bourse d'excellence ou d'autres bourses. Ils pouvaient se décourager, comme on a vu. Mais ça, néanmoins, c'est quand même un aspect. Il faudrait peut-être veiller à l'après. C'est-à-dire que puisqu'on va sauver, entre guillemets, cette année-là, il faudrait penser à différents cours de rattrapage pour ceux qui vont aller en classe supérieure et aussi ceux qui vont redoubler. Pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir en tout cas une connaissance minimum requise. Parce que comme je l'avais dit, de toute façon, même s'il n'y avait pas l'insécurité, le niveau au Mali, c'est un niveau dérisoire. Bon, parce qu'on fait beaucoup de saupoudrage de vérité. Parce que sauver l'année, c'est pas seulement l'enseignement, mais c'est aussi toutes les autres conditions qui permettent aux enfants d'avoir un niveau. C'est les bibliothèques, l'accès à un minimum de matériel, enfin d'infrastructures d'éducation. Tout ça n'était pas réuni. Monsieur Doumbia, au centre du Mali, est-ce que les élèves qui sont en classe d'examen vont partir faire les examens avec quel niveau? Je crois que nous sommes, comme l'a dit mon prédécesseur, donc le ministre de l'Éducation nationale, après la signature du protocole d'accord avec les syndicats d'enseignants, a invité les responsables de l'éducation du niveau central et du niveau déconcentré. Donc, pour dégager des stratégies de sauvetage de l'année scolaire 2018-2019. Donc, nous avons travaillé pendant 2 jours donc, pour faire une évaluation et déterminer le temps réel d'apprentissage perdu et prendre la disposition pour récupérer le maximum de ce temps en un temps
record. Donc, cela a amené Est-ce que c'est possible? au réaménagement des emplois du temps. Mais est-ce que c'est possible? L'augmentation des volumes horaires. Oui, M. Doumbia. Pour permettre aux enfants, d'avoir un niveau. Monsieur Doumbia, cette mesure est-elle applicable? Cette mesure, elle est applicable. Parce que moi-même, j'ai été à la rencontre, nous avons travaillé, on a planifié. Donc, avec l'augmentation du volume horaire pendant 2 mois, ça va nous permettre d'atteindre un niveau qui va permettre aux candidats de faire les examens dans de bonnes conditions et aux non-candidats d'avoir un niveau pour passer en classe supérieure. Ça, c'est au niveau des établissements privés, puisque au niveau de l'enseignement privé, les établissements privés, le problème ne se pose pas. Donc, le programme a été exécuté à plus de 90%. Donc, et maintenant, ils ne sont pas restés en reste. Les promoteurs privés accompagnent l'État dans ce processus en continuant les cours jusqu'en fin juin et également en continuant avec les cours de révision avec les candidats aux différents examens pendant le mois de juillet. Donc, nous sommes dans ce processus. Et c'est vrai, à un moment où les syndicats se sont opposés, mais commencent à faire un peu de recul. D'accord. Monsieur Doumbia, est-ce que les sujets d'examen vont être uniformes ou est-ce qu'il y aura une différence en prenant en compte les cours qui ont été suivis dans certaines localités et pas dans d'autres localités? Puisque le réaménagement va permettre d'atteindre un niveau, donc les sujets seront uniformes. Il n'y aura pas de sujet pour un sujet pour le reste du pays et un sujet pour la région de Mopti, non. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une injustice entre les élèves qui sont, par exemple, dans des écoles privées et ceux qui sont dans des écoles publiques et des élèves qui sont à Bamako qui ont pu suivre plus de cours que des élèves qui sont au centre du Mali qui n'en ont pas pu? La grève a touché tout le Mali. Sauf les établissements privés, sinon tous les écoles privées publiques ont été touchées par les séries de grèves des enseignants. Sauf qu'au centre du Mali, il y a également l'insécurité en plus des grèves. Nous sommes au même niveau d'exécution des leçons. Même avec l'insécurité au centre du Mali? Non, mais l'insécurité a commencé combien d'années? Nous sommes dans ce processus, on se bat nous toujours pour apporter le minimum éducatif aux enfants. D'accord. Que pensez-vous de ces mesures, Koumba Yarissi? Nous n'allons pas faillir à cette mission malgré la difficulté. D'accord. Koumba Yarissi veut réagir sur la question. Moi, je veux rebondir sur ce que M. Diko a dit, parce que les gens pensent que les écoles privées, ceux qui vont dans les écoles privées, ce sont les enfants des riches. Ah non. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et depuis je suis d'accord avec vous que le Mali a sous-traité son éducation. Parce que la privatisation, elle a été menée de manière sauvage. Dans les autres pays francophones, les écoles, on les subventionne quand elles ont été créées et quand elles ont fait leurs preuves. Oui, mais au Mali, ce sont des enfants, des centaines de milliers d'enfants dont les bourses ou les demi-bourses, vous en avez entendu parler, sont payées par l'État. Mais les bourses, c'est au niveau de l'université. À l'école fondamentale, est-ce que... Ça leur sert de... C'est comme si vous payez les frais de scolarité, d'écolage. C'est comme ça qu'on les a appelés. Parce que dans les vrais pays, il y a des choses... Oui, mais aujourd'hui, les écoles privées au niveau fondamental, pour qu'un élève puisse accéder à une école privée, il faudrait que le parent quand même paye de l'argent. Comme l'école, c'est pas que l'école fondamentale. Il y a le lycée. Le gros de contingent des lycéens se trouve dans les écoles privées parce que le Mali n'a qu'un seul lycée sur 3. Une seule école fondamentale sur 4. Donc le Mali, moi je dis, je l'assume, le Mali a sous-traité son éducation. Il faut qu'on rectifie parce que qu'est-ce qui vaut? C'est l'école publique. C'est ça notre patrimoine. C'est à l'école publique que nous avons tous été formés. Ceux qui sont aux affaires, notre génération, à plus de 90%, c'est le Mali
qui nous a tout donné. Donc, ça n'est pas juste de dire que ce sont tout simplement des enfants de pauvres, de riches. Même les enfants de pauvres qui sont là-bas, ce sont les impôts des riches et des pauvres qui constituent les frais d'écolage. D'accord. Ensuite, tout de suite, je vous donne la parole. Monsieur Traoré, est-ce que l'uniformisation des sujets d'examen convient aux parents d'élèves du centre du pays? Oui, au centre du Mali, l'uniformisation des examens, les sujets d'examen vont vraiment avec les parents. Mais ils n'avaient pas compris au premier départ. Pour eux, les enfants qui ont bénéficié, qui ont fait plus du temps à partir à l'école, et les enfants qui n'ont pas bénéficié le même moment, est-ce qu'ils auront les mêmes sujets? Je crois qu'avec les explications que l'Académie et le DECAP nous a informées, bon, je crois que ça sera, avec la réforme là actuellement, donc je crois que les enfants seront au même niveau. D'accord. Monsieur Diko, est-ce la meilleure solution? Bon, vous savez, c'est difficile de trouver la meilleure solution. Il y aura toujours des débats autour de ça. Parce que même en année normale, c'est que même quand, en l'absence de l'insécurité, les enfants n'ont pas forcément le même niveau. Parce que la question du niveau, ce n'est pas lié seulement à l'enseignement à l'école. Ça dépend aussi des autres opportunités pour enrichir son propre niveau, c'est-à-dire de l'existence des bibliothèques, de l'existence d'un cadre où il y a un cadre compétitif, des choses comme ça. L'environnement culturel. De l'environnement culturel, de l'envie de l'élève lui-même, de l'apprenant en fait, des choses comme ça, et puis de ses parents, l'important. Donc, c'est plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais néanmoins, parce qu'il faut quand même avoir un sujet uniforme sur l'ensemble du territoire, ça facilite le choix du sujet et donc ça facilite aussi la traçabilité, quoi. Qui a choisi quoi, qu'est-ce qui a été envoyé, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fraude autour de ça. Il y a eu des cas importants qu'on a entendus dans ce pays-là. Donc c'est une façon, je pense, de minimiser tout ça et de faire en sorte que les gens soient évalués sur la même base et que donc finalement en classe supérieure, que les gens ne puissent pas se jeter l'opprobre pour dire non, vous avez fait tel examen des secondes zones et que nous on a fait tel examen, vous avez été favorisés, etc. Donc pour moi, c'est un défi, mais c'est important, comme ils l'ont déjà dit, ils ont augmenté le volume horaire. Encore faut-il qu'en augmentant le volume horaire, que les gens ne bâclent pas aussi les cours. Ça dépendra aussi des enseignants. Parce qu'augmenter le volume horaire, c'est là... Au moment, le directeur a souligné qu'il y a 400 enseignants qui ne sont pas à leur poste. Qui ne sont pas à leur poste, ça veut dire que de toute façon, il y aura des effectifs pléthoriques. Augmenter le volume, c'est une des solutions. Mais s'il y a un déficit d'enseignants, ça va être un problème. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines matières qu'on va considérer comme étant matières secondaires, qui sont par ailleurs indispensables, qu'on va peut-être minimiser. Et donc, quel avenir pour ces élèves? Alors, quel avenir, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, depuis 1991, moi, je ne suis pas sûr que l'école telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est mise en œuvre, etc., soit quelque chose qui instruit comme il faut. C'est-à-dire que, parce qu'on a quand même vu beaucoup de personnes qui ont été formées, même avant l'insécurité, qui sont parties à l'étranger, mais qui n'ont pas pu tenir, qui ont dû reprendre 2 classes de moins, enfin 2 classes inférieures de moins, des choses comme ça, mais malgré tout, qui ont des difficultés. Donc il y a véritablement un travail de faire en sorte qu'il y ait peut-être des filières courtes, parce que moi je pense que dans ce contexte malien aujourd'hui, l'école ne garantit pas forcément la mobilité sociale pour tout le monde. Il faudrait peut-être des écoles adaptées en fait, aux opportunités locales, et que les gens ne soient pas obligés d'aller même au lycée, qu'il y ait des filières courtes dans les métiers, parce que ce sont les métiers qui nourrissent les gens. Qui sont adaptés au marché de l'emploi. D'autant plus que ces besoins-là sont pourvus par des étrangers. D'accord. Monsieur Doumbia, rapidement, à quand peut-on envisager la réouverture de toutes ces écoles fermées? Dieu seul le sait. La réouverture des écoles, donc, nous sommes déjà dans le processus, comme je l'ai dit dans mon intervention. Et nous allons continuer à travers le dialogue social pour récupérer au fur et à mesure les écoles fermées dans les différentes localités affectées par l'insécurité. Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à ce débat qui portait sur la fermeture des écoles au centre du Mali. Quel avenir pour les élèves? Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC. Merci à nos invités. Daouda Doumbia, directeur adjoint par intérim de l'Académie d'enseignement de Mopti. Gaussou Traoré, président du groupement des comités de gestion scolaire au Cap de Mopti. Koumba Yarissi, enseignante à la retraite, et Brema Elidiko, professeur à l'Université de Bamako. À la
régie vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Et je vous annonce que demain, nous recevrons l'ambassadeur du Canada comme invité spécial au Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.